Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Mosley. L'actualité politique est marquée par quoi? Bonjour Dafresh, bonjour tout le monde. Oui, l'actualité politique aujourd'hui est marquée par un certain nombre, comme nous l'avons dit la dernière fois, donc lundi, en rapport avec les vives contestations qui se poursuivent, notamment en ce qui concerne la nomination des membres du Parlement, quoique nous sommes toujours en attente du rendu de la Cour constitutionnelle qui va décider si ces différentes requêtes en annulation ou suspension qui ont été introduites à son greffe feront l'objet d'une suite favorable ou pas. Donc on est en attente, on verra ce qu'il en découlera, mais n'empêche qu'à ce jour, c'est le débat le plus actif aujourd'hui, puisque on a de plus en plus de personnes qui peut-être avaient des vues sur, sur ce Parlement, qui avait peut-être besoin Si la décision de la Cour constitutionnelle n'est pas, la Cour constitutionnelle de la transition n'est pas favorable, qu'est-ce qui va se passer? Les choses continuent comme elles sont en ce moment. Ça veut dire que les membres qui sont aujourd'hui et qui ont été nommés par le président de la transition vont poursuivre leur exercice et vont devoir faire leur rentrée parlementaire, parce qu'il faut rappeler si elle est favorable, si elle est favorable, il y aura une annulation. Il faut rappeler qu'il devait y avoir la rentrée parlementaire le lundi, mais ça a été avorté simplement parce que il y a encore cette requête qui a été introduite, ces requêtes qui ont été introduites. Donc, c'est l'exemple, enfin, c'est la justification la plus simple qu'on donne aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, le fait qu'il y ait eu l'annulation de ces rentrées des deux chambres du Parlement, ça sous-entend que derrière, il y a quand même une prise en compte de l'ordonnancement légal des choses, c'est-à-dire qu'il y a eu vice de procédure et que ce vice de procédure doit être mis en examen au niveau de la Cour constitutionnelle. Après, il faut savoir qu'il y a la lecture du fond et de la forme. Est-ce que dans le fond, la Cour constitutionnelle donnera raison, quoique la forme semble trouver l'assentiment de l'opinion qui justifie aujourd'hui que la modification telle qu'elle avait été faite par les deux bureaux de réunis en congrès au Sénat, a fait qu'à un moment, le président de la transition avait obligation de commencer d'abord par la promulgation de la nouvelle charte, donc on va dire de la charte révisée, au lieu de procéder directement à la nomination des membres du Parlement. Donc c'est le grief qui est mis en avant aujourd'hui, le fait qu'il n'y ait pas eu de promulgation officielle de la nouvelle charte, du moins de la charte révisée, et c'est ce qui cause problème. Ensuite, on peut rentrer dans les tactiques ou les stratégies politiciennes qui veulent que qui veulent que X ou Y ne soit pas content de la composition même ou du choix porté sur X ou Y. Mais encore une fois, étant dans une situation d'exception, on est en droit de croire que le président de la transition a la latitude de nommer qui il veut à des fonctions telles que membre du Parlement de la transition, pour permettre à ce qu'il y ait une exécution, on va dire, optimale par rapport aux compétences, parce qu'il ne nomme pas aussi ex nihilo. Quoique là aussi, il y a des idées qui sortent, ou encore il y a des déclarations qui sont faites ça et là. Certains me remettraient en doute le fait qu'il y ait eu au préalable ce qu'on appelle des enquêtes de moralité pour décider de qui peut être membre du Parlement ou pas, tout comme il y a aussi le fait que quand on regarde un tout petit peu les déclarations des uns et des autres, ce qui ressort aussi, c'est que, après, il y a comme une mémise de la société civile sur la question. On l'a déjà suffisamment dit, mais n'empêche que nous restons dans la droite ligne qui voudrait que aujourd'hui c'est la Cour constitutionnelle qui va trancher ce débat et qui soit donnera raison à la décision prise par le président de la transition, donc au gouvernement, à l'exécutif, ou va finir par donner raison aux plaignants et qui devra décider de ce que, en fonction du résultat qui sont, du moins du jugement qui se doit donner, ou de la déclaration, ou encore de ce que la Cour constitutionnelle aura décidé, on pourra assister soit à la mise à plat des nominations, ou encore à la poursuite des travaux qui vont être entérinés avec l'ouverture. Le président de la transition est parti au Rwanda.
Oui, le président de la transition est parti au Rwanda. Il faut savoir que le Rwanda était un partenaire essentiel du Gabon. Et surtout qu'aujourd'hui, on a quand même une forte communauté gabonaise. On parle de près de 1500 Gabonais qui s'y retrouvent. Une forte communauté rwandaise au Gabon, bien gabonaise au Rwanda. Au Rwanda, bien sûr. D'accord. Une forte communauté gabonaise qui se retrouve au Rwanda. On a bien vu les vidéos, comment ils ont accueilli le président. Et notamment en majorité des étudiants, ce qui sous-entend que nous devrions aujourd'hui établir des relations cordiales et amicales, fraternelles, et même, j'ai envie de dire, des échanges sud-sud qui soient de nature à pouvoir permettre à ce que aussi bien le Gabon que le Rwanda tirent profit de cette explosion en termes de flux migratoires entre les deux pays, parce que les étudiants gabonais qui vont au Rwanda, c'est une nouvelle culture qu'ils épousent, c'est de nouvelles manières qu'ils épousent, mais c'est surtout aussi, ils seront le ferment de la relation entre le Gabon et le Rwanda, comme on a pu le constater avec des autres pays, notamment le Sénégal qui depuis longtemps reçoit des étudiants gabonais, ou la Côte d'Ivoire, le Mali, ou encore même la France, si on va un peu plus loin. Donc, c'est les mêmes relations que nous devons tisser avec des pays africains. Et en plus, nous sommes dans la même sous-région qui est celle de la CAC, et cela implique que nous ayons des relations plus ou moins étroites, aussi bien diplomatiques que sur le plan des échanges culturels, ou encore, pourquoi pas techniques, industriels, agricoles, tout ce qu'on veut, pour permettre, parce qu'il y a quand même une certaine avancée qu'on peut constater au niveau du Rwanda en termes de développement, et ça peut être une belle expérience pour nous, pour pouvoir plus ou moins assumer notre développement ou notre émancipation économique et pourquoi pas scientifique. Donc, dès cet instant, le fait que le président de la transition soit allé au Rwanda, ça augure des bonnes relations qu'il y a non seulement entre le Gabon et le Rwanda, mais aussi entre Oligui Nguema et Paul Kagame, parce que jusque-là, il allait dans les pays de la sous-région CEMAC directement. Là, il a élargi son horizon, d'abord en allant en RDC, rencontrer Félix Tshisekedi, mais également en allant au Rwanda. Tout le monde sait le poids que le Rwanda représente aujourd'hui en Afrique de l'Est, et comment ce pays pèse énormément dans les relations internationales aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que la présidence de la francophonie ou le secrétaire général de la francophonie est tenu par le Rwanda. Voilà, est tenu par le Rwanda. Et le Gabon a une ambition aujourd'hui, celle de faire en sorte que donc le Rwanda est à la fois dans le Commonwealth et la francophonie. Et la francophonie, bien sûr. Un Gabon en miniature. Mais on s'est inspiré du Rwanda, parce qu'on a vu quel a été le niveau d'implication pour pouvoir, de ces organisations, pour permettre à ce qu'il y ait une meilleure coopération entre le Rwanda et plusieurs pays à travers le monde. Et ça a ouvert de nombreuses portes au Rwanda. Il faut déjà savoir que le Rwanda était même allé très loin. À un moment, ils ont stoppé l'enseignement du français dans leur pays pour favoriser l'enseignement de l'anglais. Et ce qui en ressort, c'est que ça a donné plus d'opportunités, plus d'ouverture, et aussi bien sur le plan économique, mais également sur le plan, comme je le disais tout à l'heure, des échanges culturels et en matière d'éducation, parce que les jeunes Rwandais ont maintenant la possibilité d'aller étudier partout dans le monde, puisque la barrière de la langue n'est plus là. Vous pouvez facilement aller apprendre en Angleterre, aux États-Unis, en Chine, peu importe, parce que l'anglais aujourd'hui est la langue dominante dans le monde. Et quand vous êtes locuteur de cette langue, eh bien, vous avez plusieurs horizons qui s'ouvrent à vous. Ensuite, il y a que le Gabon a besoin aussi comme je le disais tout à l'heure, de permettre à ce que ses partenaires travaillent pour qu'on ne soit pas dans une situation où on pourrait nous retrouver bloqués dans un certain nombre d'organisations, parce qu'il faut savoir que le régime d'exception qui s'est installé au Gabon depuis le 30 août n'est pas un régime qui est conventionnel, donc qui n'est pas nécessairement accepté par toutes les organisations à travers le monde. Donc, à partir de cet instant, il faut bien que les autorités de la transition arrivent à convaincre, de par leur bonne foi, au niveau des relations diplomatiques, pour permettre à ce que notre pays ne subisse pas des sanctions. Nous sommes membres de la francophonie. Allez rencontrer Paul Kagame, qui a une bonne, on va dire, une bonne entente et qui a une intelligence assez particulière pour diviser avec, par exemple, la France, ou encore dans la gestion de la francophonie. Eh bien, il faut
que ces derniers plaident en notre faveur auprès de la francophonie pour que notre pays ne soit pas suspendu, que ne subisse aucune sanction. Il vous souviendra que dernièrement, le Commonwealth nous a suspendus. Nous sommes suspendus des activités du Commonwealth et on ne peut pas nous permettre aujourd'hui d'arriver à la même situation avec la francophonie. Ensuite, il y avait que le Gabon n'avait pas d'ambassade établie à Kigali. Là, ça va être le cas puisqu'on annonce l'ouverture d'une ambassade à Kigali. Ce sera quelque chose d'assez important. Ça permettra au Gabon, aux jeunes Gabonais qui s'y retrouvent d'avoir des facilités en termes de fabrication d'un certain nombre de documents dont ils auraient besoin localement. Et ça va aussi les rapprocher un peu plus de leur pays parce qu'en cas de situation peut-être qu'on ne peut pas gérer nous-mêmes, eh bien, on peut facilement nous rendre à l'ambassade et l'ambassade peut servir de lien direct entre les autorités rwandaises et les étudiants gabonais ou entre les étudiants gabonais et les autorités de la transition au niveau du Gabon. Donc, c'est une mission qui avait tout son sens. Le président de la transition est obligé de garder sa tenue camouflée. Bon, de ce que j'ai appris, parce que je ne connais pas suffisamment les codes en rapport avec la vie militaire, mais ce qui est sûr de ce que j'ai appris, c'est que ça, étant le responsable d'un regroupement militaire, donc le président du CTRI, il faut bien qu'il... Mais c'est pas un cas exceptionnel, hein, parce qu'on voit ça partout dans le monde. Le Burkina, c'est pareil, le Niger, c'est pareil, le Mali... Bon, c'est vrai que le président du Mali aujourd'hui essaie un tout petit peu de varier les tenues en fonction des cérémonies, mais ce qui est sûr, c'est que quand on regarde le jeune Burkinabé Ibrahim, j'oublie son nom, mais il est toujours vêtu de la tenue militaire. Comme Zelensky. Voilà. Tidjani au Niger aussi est toujours vêtu de la tenue militaire lorsqu'il s'agit des rencontres qui sont importantes ou encore de ces déplacements. Donc, je crois que c'est d'usage qu'il soit en tenue militaire pour marquer aussi son appartenance ou encore la coloration du système ou du régime qui est désormais en place au Gabon. Donc, c'est tout à fait normal. Maintenant, après, il y a que chacun de nous peut avoir son interprétation. Moi, je n'interprète pas, je me pose juste des questions. Je comprends. J'ai remarqué ça dans beaucoup de pays. Oui, et puis je me suis dit est-ce que les militaires, quand ils sont au pouvoir, ils sont obligés de rester en tenue militaire? Oui, si tu poses cette question, c'est que beaucoup d'autres personnes posent la même question. Parce qu'on peut voir, par exemple, que le président de la transition était au Tchad. Il a été reçu par son homologue, le général Mahamad Idriss Déby Itno. Eh bien, lui, il était en tenue, on va dire conventionnelle, donc civile. Il n'avait pas de tenue militaire. Et pourtant, il aurait pu aussi, puisqu'ils sont également sous un régime d'exception, sous une transition, il aurait pu avoir la tenue militaire, mais il a choisi de s'habiller en civil pour accueillir son homologue. Mais encore une fois, c'est encore tout frais au Gabon. On n'a même pas encore 2 mois de transition, donc c'est normal que Oligui Nguema sur le terrain soit vêtu de la tenue militaire, certainement aussi pour rappeler la valeur de ce qu'il y a eu le 30 août au Gabon, parce qu'on est là dans un système qui promet la restauration des institutions. Et lorsqu'on voit la tenue militaire, la première des choses qui nous vient à l'esprit, c'est l'ordre et la discipline. Donc, il faut bien qu'on soit toujours dans cette symbolique pour que les uns et les autres comprennent que nous sommes dans une logique d'ordre et de discipline qui voudrait que notre pays aille vers des sentiers beaucoup plus rassurants en termes de pensée. En matière d'ordre et de discipline, les recensements des orpailleurs, c'est quoi? Pourquoi ils recensent les artisans nationaux? Alors, il faut savoir qu'il y a eu quand même une situation assez particulière dans notre pays, c'est que le minerai, du moins l'activité aurifère, a souvent souffert d'un manque d'encadrement. Un manque d'encadrement et depuis pratiquement 2013, le gouvernement avait choisi de placer l'exploitation de l'or comme étant ou de placer l'or comme une ressource stratégique. Et en plaçant l'or comme une ressource stratégique, il fallait qu'on soit dans une situation où on devrait sortir de l'anarchie, l'exploitation abusive et sauvage, comme le disait la communication du ministre
Hervé Patrick Opianga, qu'on sorte de l'exploitation sauvage de cette matière première pour pouvoir arriver à un encadrement normatif, législatif et qui soit de nature à pouvoir convaincre de ce que ce secteur représente quand même un fort potentiel en termes non seulement de ressources, donc de la disponibilité de cette richesse ou de cette ressource naturelle, mais également en termes d'emploi. Comment on peut être dans notre pays et que nous soyons à entendre, par exemple, qu'à Minkébé, il y a des orpailleurs ou des artisans qui exploitent l'or à Minkébé, mais la majorité ne sont pas des Gabonais. Au moins 90% ne sont pas des Gabonais. Souvenons-nous qu'il y a, au début des années... Non seulement ils ne sont pas des Gabonais, mais en plus, ils sont des clandestins. Voilà. Et on avait même des forces armées de d'autres pays, des pays étrangers, qui venaient s'installer à Minkébé pour exploiter l'or. Et on se rappelle encore des différentes opérations que le gouvernement avait initiées à Minkébé pour les déloger. Et les nombreuses arrestations qu'on a eues entre-temps. Et ça a permis quand même de voir qu'il y avait un fort potentiel dans le secteur. Donc le gouvernement avait choisi de stopper en septembre 2018 l'exploitation anarchique pour permettre à ce qu'on soit dans une situation qui permettrait de rationaliser la gestion aussi bien des professionnels, du moins des personnes qui sont engagées dans cette activité, qui est quand même suffisamment génératrice de revenus, mais également de pouvoir avoir une idée précise. Et d'ailleurs, une entité avait été créée dans ce sens-là pour permettre à ce qu'elle soit, on va dire, le bras séculier de l'État en la matière. Et cette entité, c'est la Société équatoriale des mines qui aujourd'hui est pleinement investie sur le terrain pour pouvoir accompagner le ministère des Mines dans tout ce qui concerne l'activité minière et en particulier l'organisation de l'activité aurifère au Gabon. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, à la suite de plusieurs processus qui ont été mis en exergue, notamment le choix de pouvoir répertorier. Bon, c'est vrai, certains l'ont dit qu'il y a eu d'abord un premier recensement, mais ce recensement a ceci de particulier, c'est qu'il va donner beaucoup plus de légitimité aux orpailleurs. Parce que non seulement on vous enregistre, mais également on vous donne une carte qu'on appelle expat, donc exploitant artisanal. Et cette carte-là a pour vocation d'officialiser votre activité. C'est-à-dire que dès que vous avez cette carte, on pourrait vous balader avec l'or. On ne va pas vous arrêter n'importe comment. Vous ne pouvez pas vous balader avec l'or, mais vous êtes vous ne pouvez pas vendre l'or à l'extérieur. À l'extérieur, parce qu'il faut savoir que les exploitants artisanaux ont le devoir de revendre l'essentiel de leur or, du moins du fruit de leur exploitation, à l'État. Et en l'occurrence, à la Société équatoriale des mines. Donc, à ce moment-là, ils sont répertoriés pour faciliter cette transaction-là. Parce que tout le monde pouvait arriver, dire « moi je vends de l'or », mais à quel titre? Est-ce qu'il y aura une tarification de l'or Comment? Est-ce qu'il y aura maintenant une tarification de l'or à partir de ce chemin? Mais je crois qu'il y aura peut-être un meilleur revenu pour les exploitants. Parce que certains pouvaient simplement aller cambrioler la maison de XY et aller se prévaloir du titre d'exploitant, ou d'artisan, et aller revendre l'or sans qu'on sache quelle est l'origine. Mais là, avec la carte qui leur est professionnelle, qui leur est désormais dédiée, ils vont pouvoir justifier de l'emplacement qui est le leur, donc leur permis. Peut-être qu'on va leur donner des petits permis qui vont leur permettre d'occuper une surface. Et chacun des détenteurs de cette carte doit savoir qu'il s'agit d'une carte individuelle. Il ne s'agit pas de la prêter à X ou Y pour aller exploiter de l'or à votre place. Non, c'est une carte individuelle. C'est la raison pour laquelle il y a toute une campagne qui est menée, tout un rallye à travers le pays qui s'étend de ce mois d'octobre au mois de janvier 2024 parce qu'on va couvrir l'ensemble du territoire pour permettre à ce que tous les orpailleurs, qu'on soit à Rinanzala, à Imbong, à Matata, à Okonja, je ne sais pas, à Minkébé, à Mindik, à Mourindi, qu'on puisse bénéficier de cet enrôlement. Et cet enrôlement vous donne le droit de pratiquer
l'activité d'artisan. Et il faut savoir qu'il s'agit d'une carte qui est dédiée aux nationaux. Ce sont les nationaux qui sont en priorité concernés par ce recensement. Et cela va aussi permettre de faire en sorte qu'on sache qui des nationaux étaient réellement impliqués dans la production d'or artisanal, donc ce qu'on appelle l'orpaillage, ou pas. Et les étrangers, on pourra aussi engager, peut-être dans les jours à venir, je ne suis pas dans le secret du gouvernement, mais ce qui est sûr, qu'on devra également les recenser, mais certainement que leur enrôlement sera sera différent de ce qui se fait aujourd'hui. On parle beaucoup plus de l'or. Est-ce qu'il y aura... C'est vrai, tu as raison, coupe ça. Oui, vas-y, pose ta question. On avait encore une dernière, mais le temps est arrivé. Pose ta question. En fait, c'est vrai qu'on parle beaucoup plus de l'or, mais est-ce qu'on va parler aussi du diamant, des matériaux de carrière comme le sable ou encore le gravier? Bon, il faut savoir que ces activités-là sont souvent en majorité détenues par les étrangers. Quand vous voyez le sable, qui vendent le sable au Gabon? Ce sont les frères ouest-africains, donc maliens, burkinabés. Le gravier, c'est pareil. Le diamant, je ne suis pas sûr que nos artisans soient dans les possibilités qui peuvent leur permettre d'exploiter le diamant. D'accord. Parce que le diamant, encore, ça rentre dans ce qu'on appelle les exploitations primaires, parce que le diamant est encastré dans la roche, il faut exposer la roche. Et comme souvent, on a tendance dans ce type d'activité à vouloir rester incognito, beaucoup d'artisans ne s'aventurent pas souvent. Mais ce qui est sûr... Est-ce que le prix d'or sera quand même revu? Parce que si on exploite toute cette or au Gabon, et quand tu vas voir le prix pour faire des bijoux d'or et autres, tout ça c'est très cher. Est-ce qu'avec cet encadrement-là... Moi, je ne sais pas. Ça peut avoir un rapport. Si maintenant le gouvernement encadre ça, évidemment... Il va revoir aussi. Non, ça, c'est le prix de l'or à la... Moi, je ne sais pas. À la mine, hein, mais ce qui est sûr, il y a un coût... il y a les coûts mondiaux de l'or. Ensuite, il y a le prix que l'État fixe localement par rapport à l'achat de l'once d'or ou du kilo d'or en fonction des potentialités des uns et des autres. Merci. Maintenant, donc, la SEM est le bras séculé de l'État en la matière, mais la mission d'enrôlement des artisans nationaux en ce qui concerne l'exploitation aurifère est faite par le ministère des Mines. Merci, Mosley. Mais on avait même une dernière actualité sur l'imam. Il a pris le temps. On va parler de ça vendredi. On s'était connecté sur les 104.5. Voici l'horoscope des auditeurs. Demain, c'est le Model School activé. Chers auditeurs, le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.